bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président ghanéen John Dramani Mahama, investi en janvier dernier à Accra, est en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale, entre autres la sécurité, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. C'est le mercredi des cendres. Les fidèles chrétiens ont entamé aujourd'hui le jeûne. Ce premier jour est symbolique, le geste aussi. Les cendres rappellent aux chrétiens leur fragilité humaine et surtout leur besoin de se rapprocher de Dieu. Le moment est marqué en Côte d'Ivoire dans plusieurs paroisses par l'imposition des cendres. Le handicap n'est pas une fatalité. Ce soir, nous irons à la découverte d'une élève non-voyante, résiliente, courageuse. Estelle Kouake, élève en classe de 6e à Mans, est major de sa promotion. L'adolescente fait fi de son handicap et défie tous les pronostics. Elle a été scolarisée grâce au programme Éducation inclusive. C'est une allocution dans un moment de grande incertitude. C'est ainsi que le président Emmanuel Macron annonçait son adresse aux Français. Il a évoqué en 15 minutes la défense européenne, l'aide à l'Ukraine et la relation avec Trump. Il appelle à renforcer l'indépendance militaire de l'UE et à refuser un cessez-le-feu qui serait trop fragile pour l'Ukraine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président ghanéen John Dramani Mahama est en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu, vous allez le voir, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au menu de les échanges, la coopération bilatérale telle que la sécurité, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire, Ghana. Les deux pays s'engagent à travailler de concert pour plus de résultats, nous rapporte Mahama Traoré. Le palais d'Abidjan, John Dramani Mahama le connaît pour l'avoir déjà visité entre 2012 et 2016 lors de son premier mandat présidentiel à la tête du Ghana. De retour au pouvoir, le chef d'État ghanéen revient à la rencontre de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Liés par l'histoire, les territoires et les peuples, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont également les deux premiers producteurs de cacao au monde. Les deux pays fournissent à eux seuls 60% de la production mondiale. Comme dans le cacao, les deux États sont déterminés à bâtir ensemble une alliance solide à même de relever les défis communs. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération. Nous avons aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération de nos gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre le terrorisme, la piraterie maritime et bien sûr de toutes les formes de trafic dans la sous-région. We are all proud about the progress Côte d'Ivoire has. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte
et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays. Parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. Tous deux membres de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana se disent préoccupés par la situation de crise que traversent certains pays de la sous-région. Il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Dénommé Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, l'accord de partenariat stratégique qu'entretiennent les deux nations existe depuis 2018. Il vise à améliorer les revenus des paysans et à contribuer à la production d'un cacao durable. Voilà, et face à la presse, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama se sont prononcés sur d'autres questions d'actualité. Ils ont notamment réagi à la suspension de l'aide budgétaire américaine destinée aux pays africains. Je vous propose d'écouter les deux chefs d'État. I think that US has a right to decide who it wants. Vous savez, les États-Unis ont le droit de réviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y aurait des réductions dans l'USAID. Et je pense que cela a été pour nous une opportunité de revoir aussi nos stratégies économiques. C'est vrai que c'est une très grosse partie du financement international. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un certain nombre de financements avec le MCC, financement contre le paludisme, contre le sida, etc. Alors nous avons pris les dispositions à notre niveau pour continuer à financer tous ces projets en attendant que les États-Unis reprennent les choses après, bien sûr, l'audit qui est en cours. Nous sommes confiants parce que les États-Unis ont toujours été un pays ami de la Côte d'Ivoire et je considère que à l'issue de l'examen par le gouvernement américain que les décaissements reprendront pour la Côte d'Ivoire. Voilà, le président ghanéen arrive au moment où débute le jeûne chrétien. C'est le mercredi des cendres. Et ce jour est symbolique, le geste aussi. Vous allez le voir car les cendres rappellent aux chrétiens leur fragilité humaine et surtout leur besoin de se rapprocher de Dieu. La cérémonie d'imposition des cendres a été marquée dans plusieurs paroisses ce mercredi. Nadège Kassi, Marie-Chantal Lacandan. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Ces paroles prononcées lors de l'imposition des cendres résonnent comme un appel à l'humilité et à la conversion. Le mercredi des cendres marque ainsi l'entrée des chrétiens catholiques dans le temps du carême, une période de 40 jours dédiée à la prière, à la pénitence et au partage. Pour le vicaire de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, le carême est un chemin spirituel qui nous invite à nous dépouiller du superflu pour mieux nous recentrer sur l'essentiel, Dieu et son amour infini. Pour bien vivre notre temps de carême, il y a 3 points importants à respecter et à vérifier à chaque fois.
c'est d'abord, est-ce que je prie? Est-ce que j'ai un temps de prière? Parce que le carême est le temps aussi où j'augmente mon temps de prière, mon temps d'intimité avec Dieu. Lire la parole de Dieu, prier, le chapelet, adorer, prendre des temps devant le Saint-Sacrement. Je dois avoir mon programme pendant tout ce temps de carême, eh bien, avoir des temps de prière. Une exhortation qui trouve un écho chez les fidèles, qui voient en cette période une occasion de renaître intérieurement et d'accueillir Dieu avec plus de profondeur. Le carême, c'est le début d'une période de privation pour permettre aux chrétiens de se rappeler qu'il doit se ressourcer en permanence. Un exercice spirituel, un entraînement au combat spirituel, donc pour nous les chrétiens. Donc, nous devons intensément prier, aussi pratiquer les vertus comme le partage, l'aumône, l'amour. Loin d'être une simple tradition, le mercredi des cendres est un temps de recueillement qui ouvre la porte à une véritable démarche de conversion vers la lumière de Pâques. Voilà, la messe des cendres a été également célébrée ce mercredi à l'église Saint-Vincent de Paul de Boaké. Les fidèles chrétiens ont reçu une croix de cendre sur le front, symbole de repentance et d'engagement spirituel. Mondesi Yobo et Soro Corona. Mercredi des cendres, le prêtre dépose un peu de cendre en signe de croix sur le front de chaque fidèle. Cette tradition a été respectée à la paroisse Saint-Vincent de Paul du quartier France 3 de Boaké. Un appel fort à la conversion qui résume l'essence même du carême. Le mercredi des cendres représente pour moi le premier jour de la pénitence. Je rappelle en même temps que je suis poussière et que je retournerai poussière. C'est l'occasion d'abord pour nous de nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous devons faire en sorte de tout faire pour prier, pour essayer de marcher comme le Christ. Ces 40 jours de pénitence sont rythmés par quelques actes essentiels. Un temps où nous voulons aussi nous approcher de nos frères et sœurs dans une démarche, fraternelle et que par notre témoignage aussi, certains soient édifiés et parviennent aussi à découvrir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous approcher davantage de Dieu, donc à quitter le péché qui nous retient loin de Dieu. Observé par la majorité des chrétiens catholiques, le carême représente un temps de préparation spirituelle à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ. Voilà, et comme on le voit donc, les prières s'élèvent en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, donc, le RHDP jette un regard sur les succès du président Alassane Ouattara, le chef de l'État qui a marqué l'histoire de notre pays avec des réformes structurelles. Lesquelles réformes ont propulsé la Côte d'Ivoire sur la voie du progrès? Eh bien, son parti, le RHDP, fait le point de sa gouvernance. C'était à la faveur d'un panel qui s'est tenu ici à Abidjan. Abdoulaye Koné, Hervé Mboa. La première séquence de cette rencontre a été meublée par des allocutions, des témoignages sur la vie du président du RHDP, son parcours, sa rigueur, mais surtout sa vision pour le développement. Le président Alassane Ouattara est un homme, non seulement l'artisan de la reconstruction de notre pays après la grave et longue crise qu'il a traversée, mais il est également l'artisan de la renaissance d'une Côte d'Ivoire forte, solidaire, prospère et respecté en Afrique et dans le monde. Leader exceptionnel, stratège et visionnaire de la lignée de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara incarne pour ma part la rigueur, l'excellence et la volonté inébranlable d'œuvrer pour la paix, le progrès et le bien-être de ses concitoyens. Le travail dont on parle, que le président de la République a réalisé, il y a ce qu'on voit, ses infrastructures, sa santé, l'éducation. Mais ce sur lequel on ne s'attarde pas, c'est ce qu'il a fait pour pouvoir ramener le pays à un niveau de sécurité normal. Ce panel, initié pour décrypter les 15 années de gouvernance du président Alassane Ouattara, est à mettre à l'actif de la cellule de veille stratégique du parti. Nous observons dans le microcosme politique ivoirien que les adversaires du RHDP ont décidé de privilégier comme point prioritaire du débat la manipulation, la récupération de l'émotion populaire et l'exacerbation des faits divers. Il faut comprendre par cette posture de l'opposition sa volonté affichée et affirmée de sortir le débat politique ivoirien d'un niveau supérieur
constructif, intellectuel et scientifique afin de le placer à un niveau inférieur, personnel, nocif, passionné et déraisonné. Alors que la présidentielle d'octobre approche à grands pas, ce débat constructif intervient à un moment stratégique. C'est une rencontre qui vise à mettre en lumière les réalisations de son Excellence le Président de la République, à permettre à différents spécialistes, à différents experts de visiter et revisiter les différents axes de cette réussite-là, qui est reconnue aussi bien au niveau national qu'au niveau international. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, c'est d'abord une économie en pleine croissance, un pays qui a aussi gagné le pari de la stabilité politique. Les perspectives sont bonnes parce que nous avons une économie qui est en bonne santé, une économie qui est saine, une économie également qui est en perpétuelle réforme. En réalité, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer. Les réformes concernent tous les secteurs et l'État essaie de cibler quels sont les secteurs à la fois porteurs de croissance, porteurs de réduction de la pauvreté et porteurs de bien-être des populations. C'est ce que nous avons appelé la Côte d'Ivoire 2.0 dans le prochain plan national de développement. La gouvernance du président Alassane Ouattara durant ces 15 dernières années, c'est en conséquence une diplomatie active sur la scène internationale. Selon les intervenants, c'est grâce à son leadership que la Côte d'Ivoire a retrouvé une place de choix dans le concert des nations, consolidant ses relations avec le reste du monde. Voilà, la Côte d'Ivoire au travail rayonne. Je vous conduis à présent à Paris, la capitale française, où le Conseil Café Cacao multiplie sur place des initiatives. Le Conseil a entretenu les acheteurs sur les conditions de production et de commercialisation du cacao ivoirien qui offre des garanties de traçabilité pour les pays consommateurs. Lansine Bakayoko revient de Paris pour vous. Ces échanges avec les pays consommateurs de chocolat à Paris, une occasion privilégiée pour le Conseil Café Cacao de présenter les process, les itinéraires du cacao depuis les plantations jusqu'au marché européen. Nous avons donc développé un système national de traçabilité en 3 points. Le premier point, donc, c'est l'identification de l'ensemble des producteurs. Aujourd'hui, nous avons 1 500 producteurs qui sont identifiés. Ensuite, de pouvoir développer un système informatique qui permet de digitaliser toutes les opérations commerciales, du bon champ à l'export. Et après, de pouvoir donc donner les preuves pour la conformité au règlement de l'Union européenne sur la déforestation importée. Tout ce dispositif opérationnel devrait pouvoir garantir la fiabilité du cacao ivoirien, respectueux des normes internationales. Nous sommes venus porter un message fort à l'attention du marché pour présenter les actions de la Côte d'Ivoire en matière de durabilité de la cacao-culture. Nous avons mis en place un système qui permet donc de prouver l'origine du produit à travers la mise en place d'un système national de traçabilité qui permet également aux producteurs de pouvoir effectuer des transactions au niveau de la commercialisation. Plus de 6 millions de personnes vivent de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Voilà, on reste à Paris où le SIA, le Salon international de l'agriculture, a refermé ses portes. Et vous allez le voir, les experts du ministère des Ressources animales et halieutiques ivoiriens étaient aussi actifs sur le terrain. Ils affirment d'ailleurs avoir saisi toutes les opportunités au profit de notre pays. Et bien pour le ministre Sidi Tiemoko Touré, la Côte d'Ivoire va atteindre l'autosuffisance en protéines animales. Dangui, Adam Sangaré, envoyé spécial en France. Le développement de l'élevage de la paix en Côte d'Ivoire, au cœur d'une signature de convention entre une structure privée internationale et le ministère des Ressources animales et halieutiques en marge du SIA 2025. Cet aspect de la question ne tarit pas d'éloges pour l'élevage de la paix. Tant que l'élevage à cycle court, il faut savoir que le lapin est l'un des élevages les plus rentables au monde. Dans les chiffres internationaux, une lapine produit environ 270 lapins par an. Ce qui donne plus de viande qu'un bœuf ou qu'un mouton. L'élevage de lapin encore permet de produire une viande excellente, une viande blanche, qui aujourd'hui, de par les qualités diététiques, est conseillée par tous médecins, surtout pour les personnes âgées,
Vous voyez, à cause de la qualité de la fibre qu'elle met à disposition. L'importation de la protéine animale coûte plus de 700 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Une hémorragie financière que Sidi Timoko Touré veut arrêter à brève échéance. Que ce soit sur la disponibilité de viande ovine ou bovine, il y a eu beaucoup de progrès. Les chiffres sont disponibles, sont là, parce que ça aussi, c'est un résultat de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je vous donne rendez-vous dans un maximum de 1 an et demi. Vous verrez que nous aurons atteint l'autosuffisance en disponibilité de poissons. C'est pour atteindre ces objectifs que les experts du ministère des Ressources animales et halieutiques MIRA ont multiplié masterclass, rencontres B2B durant cette 61e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. On fait un détour à Berne en Suisse où la Côte d'Ivoire est en campagne pour 2 postes stratégiques dans les instances décisionnelles de l'Union postale universelle. Eh bien, notre pays a mis les petits plats dans les grands pour convaincre la majorité des 192 nations membres à voter en sa faveur. Justement, le pays se donne les atouts d'une opération de charme, vous allez le voir, qui a abouti à un dîner pour promouvoir des mets ivoiriens. Walter Madou Ouattara, envoyé spécial à Berne, en Suisse. Dénommée Partage et Fraternité Postale, cette soirée est un prétexte bien choisi pour annoncer publiquement les candidatures de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration postale et au poste de vice-directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, UPU. La Côte d'Ivoire a fait de la poste un pilier de sa politique d'ouverture et d'échange avec le monde. Mon pays entend assumer plus de responsabilités au sein de l'UPU. Isaac Nyamba Yao, son candidat, incarne cette ambition. Doté d'un profil dynamique, ouvert au consensus, il est déterminé à accompagner le directeur général dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'UPU. Le candidat ivoirien connaît bien la maison UPU. My Vision, pour œuvrer à la poursuite de la transformation de la Poste mondiale, se décline en 4 axes. Impulser une nouvelle dynamique et contribuer à faire de l'UPU une organisation plus solidaire et agile. Promouvoir l'innovation et l'adoption des technologies de pointe dans le secteur postal. Garantir la représentation équitable de toutes les régions. Promouvoir des pratiques postales respectueuses de l'environnement. Cette candidature est portée au plus haut niveau par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, représenté à cet effet à ce dîner. Depuis 2022, M. Isaac Nyamba Yao anime avec succès le conseil d'administration de l'UPU. Vous conviendrez avec moi que la candidature de M. Isaac Yao incarne l'ambition de la Côte d'Ivoire de continuer à jouer un rôle de premier plan au sein de l'UPU. En face de la Côte d'Ivoire, 2 autres pays prétendants, la Slovénie qui détient le poste de vice-directeur général de l'UPU sortant et le postulant italien. Et on va croiser les doigts pour notre pays afin d'avoir tous ces postes. L'environnement occupe aussi une place de choix. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique vient de lancer les préparatifs de la COP30. La COP30 se tiendra cette année, en novembre prochain, au Brésil. Ahmed Traoré, Issa Dambélé. Cette rencontre était l'occasion de faire le bilan des conférences des parties COP sur la diversité biologique, la désertification et le changement climatique, avec pour objectif de contribuer au rehaussement de la performance climatique de la Côte d'Ivoire, également d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements climatiques. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique se veut rassurant quant à la participation de la Côte d'Ivoire à la COP30. 2025 est aussi une année électorale. Et nous devons anticiper nos actions, notamment notre participation à la COP30 sur les changements climatiques qui se tiendra, comme cela a été rappelé, du 10 au 21 novembre prochain à Belém au Brésil. Une mission précurseur sera d'ailleurs déployée dès le mois de mars pour préparer efficacement ce rendez-vous. Nous associerons, comme d'habitude, toutes les parties prenantes, à savoir les institutions gouvernementales, la société civile, les communautés locales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Pour rappel, se sont tenues en 2024 la COP16 sur la diversité biologique en octobre en Colombie, la COP29 sur les changements climatiques en novembre à Azerbaïdjan et la COP16 sur la désertification en Arabie Saoudite.
Tous les pays du monde se sont retrouvés lors de ces conférences pour échanger et trouver des solutions concrètes pour la protection de l'environnement. Il y a des parcours qui inspirent et sachez-le, le handicap n'est pas du tout une fatalité. Ce soir, on vous amène à découvrir une élève non-voyante, résiliente, courageuse, déterminée. Elle est majeure de sa promotion. Son nom est Estelle Quoique, élève en classe de 6e au lycée moderne Dion Robert de Mans. L'adolescente, vous allez le voir, fait fi de son handicap et défie tous les pronostics. En témoignent d'ailleurs ses excellents résultats scolaires qui ont été récoltés grâce au programme Éducation inclusive. Erboué l'a rencontré pour vous. Si j'ai été major du lycée moderne Dion Robert de Mans. Major du lycée moderne Dion Robert de Mans pour le premier trimestre de l'année 2024-2025 avec une moyenne de 18,10 sur 20. Estelle Quoique, non-voyante et élève en classe de 6e. Ce lundi, jour de salut aux couleurs, elle est célébrée entourée de l'ensemble des élèves. Elle reçoit les félicitations du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans. Cette adolescente a perdu la vue dès sa plus tendre enfance. Elle fait preuve de résilience. Le handicap n'est pas pour moi un obstacle. C'est pour moi d'abord un point d'encouragement pour me dire que je suis handicapée. Mais est-ce que je vais laisser mon handicap m'empêcher de devenir ce que je veux demain? Mais non. Donc je prends mon handicap comme un point de courage. Encadreurs et enseignants sont unanimes sur ses capacités exceptionnelles. Être en situation de handicap, notamment être malvoyante et obtenir 18,10 de moyenne parmi plus de 4700 élèves qui ne sont pas en situation de handicap, je pense que c'est exceptionnel. Lorsque nous faisons les cours, elle a un niveau qui est très élevé. Elle est au-dessus de tout le monde. Elle est très concentrée. Elle prend son temps pour poser des questions. L'enseignant spécialisé en braille abonde dans le même sens. Elle a une mémoire particulière. Elle retient tout. Vraiment, c'est une élève excellente et brillante. En plus de ses performances en classe, Estelle se fait aussi remarquer dans les activités extrascolaires. Estelle est au milieu de ses camarades ou bien qu'elle est impliquée dans une activité, elle essaie de booster ses camarades. Ses amis de classe lui portent également un regard admiratif. Elle a travaillé. Dans la classe, il n'y a personne qui a eu 18 de moyenne. C'est elle qui est la première de l'école. Vraiment, je la félicite. Esther, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Quand par exemple, si on me donne un exercice que je ne connais pas, Estelle peut me le montrer. Le chemin d'Estelle n'a pas toujours été facile. Elle a été scolarisée grâce au programme École inclusive du ministère en charge de l'éducation et d'un couple de chrétiens. L'homme handicapé, lui aussi, et son épouse recueillent et s'occupent de plusieurs enfants en situation de handicap. Nous sommes allés dans le département de Zonouin où nous avons convaincu les parents à laisser venir Estelle à l'école. Et quand Estelle est arrivée chez moi, la toute première parole qui est sortie de sa bouche, elle m'a dit « Papa, merci, tu m'as sauvé, mais ma récompense, c'est d'être première de ma classe. » Depuis la classe de CP1 jusqu'en 6e premier trimestre, Estelle a toujours été première. De retour des cours, Estelle a une organisation bien à elle pour le ménage et pour réviser ses leçons. Quand je rentre de l'école les soirs, moi et mes frères, je les aide à chercher de l'eau et quand nous finissons de nous laver, sur la nourriture est prête. Après le repas, moi je préfère que quand les autres dorment pour étudier. Et lorsque aussi j'ai des exercices à faire, dont l'écriture blanc-noir, mes frères m'aident aussi. L'adolescente est pleine d'ambition. Plus tard, j'aimerais être avocate. Parce que tous les jours, quand je parle, on sait que moi j'ai été appelée à défendre la cause des uns et des autres, me battre contre l'injustice. J'aime aussi les maths si j'ai la possibilité de devenir peut-être mathématicienne. Avocate ou mathématicienne, l'avenir nous le dira. En attendant, ces encadreurs plaident pour que la brillante élève soit mieux suivie.
Et espérons que le message sera entendu avec ce bel exemple de courage, de résilience que Esther Kouaké. C'était un reportage de F. Boué. C'est une allocution dans un moment de grande incertitude. C'est ainsi que le président Emmanuel Macron annonçait sur son compte aujourd'hui son adresse aux Français. Eh bien, le chef de l'État a évoqué en 15 minutes la défense européenne, l'aide à l'Ukraine et la relation de l'UE avec l'administration Trump. Le chef de l'État a voulu répondre aux angoisses grandissantes sur la guerre en Ukraine avant un sommet européen crucial demain. Il appelle donc à renforcer l'indépendance militaire de l'UE et à refuser un cessez-le-feu qui serait trop fragile pour l'Ukraine. La paix est une quête inestimable. Je vous souhaite la paix partout. À demain 20h.